C'est une époque où dans toute l'Europe retentit le même cri du travail et du pain. La belle machine du capitalisme s'est cassée. 25 millions de chômeurs organisent d'interminables marches de la faim à travers les villes et les campagnes. La révolte gronde, les pierres volent, les matraques s'abattent sur les têtes, les balles sifflent, il y a des morts, des blessés. Cette gangrène nous vient de la lointaine Amérique, où la crise a éclaté à la bourse de New York un certain jeudi noir d'octobre 1929. Au pays de Cocagne, on récolte maintenant les raisins de la colère. Pour sauver le capitalisme du naufrage, le président Roosevelt, patricien libéral, invente un nouveau contrat social, le New Deal, avec succès. Dans le folklore des Américains, la locomotive du New Deal écrase le vieux tortillard de la crise. La grande crise de 1929 a mis 2 ans pour traverser l'Atlantique et envahir l'Europe. Ici, on ne lui trouvera pas d'autre remède que la guerre. En attendant, le chômage tue, lentement. L'horloge de la France s'est arrêtée le 1er novembre 1918. Une république fantôme, 3e du nom, expédie mal les affaires courantes. Depuis 60 ans, la France n'a pas changé de constitution. Elle se contente de changer de gouvernement tous les 6 mois. Le préfet de police, M. Chiappe, qui aime l'ordre en toutes choses, introduit les premiers feux rouges et les passages cloutés. Personne ne croit plus à cette République-là, ni à droite, ni à gauche. Entendez-moi, le bonheur ne reviendra pour tous, grands et petits, que dans l'ordre, le calme, l'harmonie, la tranquillité, la confiance. Parti radical et parlementarisme sont les 2 mamelles de la France. Dans la ronde du système, les ministres sont tous de futurs présidents du Conseil, les présidents du Conseil de futurs ministres. République des francs-maçons, s'indigne la droite. République des 200 familles, accuse la gauche. République des notables, répond fièrement le centre. Pourquoi la France est-elle gouvernée par des hommes de 75 ans? Demande le Canard enchaîné. Parce que ceux de 80 ans sont morts. Il y a 50 ans que cela dure. La France paysanne et radicale conserve pieusement ces vieillards qui n'en finissent pas de célébrer la victoire de 14-18. Une victoire usée jusqu'à la corde. Ils ont gagné la der des der, mais les civils ont perdu la paix. Quand les choses vont mal, l'armée est le dernier recours. Aussi la droite cherche parmi tous ces visages celui d'un général ou d'un maréchal président. Même celle qui réclame un roi, avec Charles Maurras, devra se contenter d'un colonel, Casimir de la Rocque, le chef des anciens combattants. Son programme, travail, famille, patrie. Enfant du général Boulanger,
Ils défilent le 1er mai, qui est pour eux la fête de Jeanne d'Arc, et non celle du travail, en bataillons de plus en plus serrés. D'abord les anciens combattants, puis les croix de feu, ligues patriotiques enfin. Nostalgiques de la grandeur perdue, ils ont ressorti leur uniforme de la Marne ou de Verdun. Béret, décoration, godillot. La France ne construira rien, sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Nous n'appartenons à personne. Aucune préoccupation de plaire ou de déplaire, de ménager celui-ci, de satisfaire celui-là, ne guide nos décisions. Revêtus de cette puissance, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. 1934, depuis 2 ans, l'extrême droite entretient une atmosphère de guerre civile. Dans le centre de Paris, elle tâte les défenses du régime. Dans les banlieues ouvrières, elle lance des expéditions punitives. La police met tout le monde d'accord en distribuant à droite et à gauche des coups de pèlerine dont les doublures sont lestées de plomb. Pendant ce temps, les jeunesses patriotes paradent au grand jour. Désormais, on ne cache plus son jeu. On jure d'abattre la République et d'exterminer la peste rouge. Je viens jurer fidélité et obéissance totale au chef que nous avons librement choisi. Nous jurons de réaliser en face des politiciens qui perdent la France l'union de la génération, de travailler pour la révolution nationale et de donner au pays les régimes et les chefs qu'il mérite. Fermez-le! Groupés derrière des drapeaux rouges, l'armée de la révolution sanglante va rassembler ses hommes en face de la révolution qui mettra la France à mort. Il y a la révolution nationale qui sauvera la France. Et vous en êtes les chevaliers. Gloire à vous et merci à vous. En Allemagne, le fascisme a déjà triomphé. On a trouvé un maréchal président, Hindenburg, un chef, Adolf Hitler, une mystique, le nazisme. Werden wir vor der Nation hintreten und sie wird, denn sie muss uns dann. En 1933, à la mort d'Hindenburg, Hitler, enfin seul, prend possession de l'Allemagne. Il rêve de posséder le monde. Mit dem festen Glauben, Deutschland steht und nimmermehr wird dieses Reich verlieren. Dix ans avant Hitler, Mussolini a inventé le fascisme, en Italie. Pourtant, les Français n'arrivent pas à le prendre au sérieux. Ils l'ont baptisé le César de Carnaval. Regardez-le. Il lève le menton, il bombe le torse. Il veut restaurer l'Empire romain. Le fascisme, c'est la guerre. Les premiers, les intellectuels, le comprennent.
En 1934, un comité antifasciste est créé à Paris. Président, les professeurs Rivet et Langevin. André Gide, qui n'a pas encore visité le paradis soviétique, lève le poing avec une ferveur encore intacte. Les jeunes, Aragon, Nizan, Malraux, brûlent d'un romantisme révolutionnaire. Malraux, qui vient d'obtenir le prix Goncourt pour la condition humaine, qui sera le bréviaire de toute une génération. Barbus, Soustelle, Alain, Picasso, Breton, Éluard et cent autres en font partie. Le mouvement est lancé jusqu'au Front populaire. « 1932-1934, 5 ministères en 18 mois. La mécanique s'affole. Un chauffeur de taxi est condamné pour en avoir traité un autre d'espèce de député. Même pour la justice, c'est une insulte. Le scandale Stavisky sonne le halali. Au départ, une sombre affaire d'escroquerie. 500 millions de faux bons de caisse. Le coupable, un certain Sacha Stavisky, est en fuite. Et le scandale éclate. L'escroc bénéficiait d'incroyables protections, au Parlement et dans le gouvernement. 2 députés sont arrêtés, des ministres sont compromis. Le 8 janvier, coup de théâtre, on annonce le suicide de Stavisky à Chamonix, juste au moment où les policiers venaient l'arrêter. Curieuse coïncidence, ironise le Canard enchaîné, il s'est suicidé d'une balle qui lui a été tirée à bout portant. C'est le sauve qui peut. Dans un climat d'émeute, le président du Conseil, Édouard Daladier, éloigne le préfet de police, M. Chiappe, enfant chéri de la droite. C'est le prétexte. Au cri de « Vive Chiappe », Daladier démission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Il les remontait depuis 10 ans. Objectif, le Parlement. Cette fois, c'est promis, c'est le coup de torchon. On va fesser les députés. En fin de journée, place de la Concorde, c'est l'affrontement inévitable avec le service d'ordre. Morts, 1600 blessés. Toute la nuit, les escadrons de la garde républicaine ont chargé. Les manifestants ont tranché les jarrets des chevaux à coups de rasoir. Au Parlement, les députés affolés se sont enfuis en province. Aux portes du Palais Bourbon, le colonel de la Roque a regardé sa montre. Il est minuit, on rentre à la maison. Cette nuit-là, la France pantouflarde a échappé au fascisme. Les ligues pouvaient abattre le régime. Elle se contente de renverser le gouvernement. Un de plus. Et une fois de plus, la France cherche un homme providentiel. Elle en trouve un à la mesure du moment. Gaston Doumergue, dit Gastounet, ancien président de la République, qu'on ramène en triomphe de sa retraite de Tournefeuille en province. Il forme un gouvernement d'union nationale avec 7 anciens présidents du Conseil et le maréchal Pétain à la guerre. Tous les records d'âge sont battus. Alors le peuple se met en marche et déferle dans la rue. Depuis la scission de Tours en 1920, la classe ouvrière est déchirée. Socialistes et communistes sont des frères ennemis.
Leurs dirigeants ont refusé de se rencontrer pour organiser une riposte commune au 6 février. Le 9, les communistes seuls ont manifesté à la République et dressé des barricades boulevard Voltaire. Les combats de rue avec la police ont duré 5 heures et fait 9 morts. Aujourd'hui, 12 février, les socialistes défilent de Vincennes à la Nation. Le Parti socialiste SFIO est alors le premier parti ouvrier de France. Héritier du vieux romantisme révolutionnaire français, il a ses gauchistes et ses trotskistes. En débouchant sur la place, il voit s'avancer vers eux une autre colonne. Ce sont les communistes qui se sont décidés à la dernière minute. Que va-t-il se passer? Va-t-on se battre devant le service d'ordre, comme on le fait depuis 15 ans? Les dirigeants s'avancent pour parlementer, mais de la foule, déjà s'élève un seul cri: unité. Ce jour-là est né le Front populaire, ici, dans la rue. Il ne laissera pas toucher à la République, qui est son bien. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne, sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier de Paris! Ce jour-là aussi, place de la Nation, Léon Blum a rendez-vous avec son destin. Ce grand bourgeois normalien, conseiller d'État et critique littéraire, à la silhouette alanguie, à la voix chantante, ce contemporain de Gide et de Proust, dira un jour: « Je me demande parfois si j'étais fait pour être un homme politique. Peut-être eussé-je dû écrire. » Venu à la politique à 47 ans, il est surtout un homme de parlement. Il est marxiste, mais il se méfie des masses et de leur violence moutonnière, comme il dit. Il faut d'abord les éduquer, les organiser. Alors quand tout le monde sera prêt, on pourra faire la révolution. Une révolution pure comme le diamant. Pour ce moraliste scrupuleux et tourmenté, la fin ne justifiera jamais les moyens. Il ne se salira jamais les mains. La grande vague populaire du 12 février emporte tout avec elle. Et d'abord le Parti communiste. Jusque-là, c'est un petit parti, pur et dur, semi-clandestin. Une politique, la lutte des classes. Un slogan, les soviets partout. Une seule patrie, l'Union soviétique. Aujourd'hui, le parti, c'est lui, Maurice Thorez, le fils du peuple pour les militants, l'homme au couteau entre les dents pour les autres. À 30 ans, il a pris le contrôle du parti avec son ami Jacques Duclos, le petit pâtissier. Duclos, c'est la faucille, Thorez, c'est le marteau. Pour Staline, tous les partis communistes sont des soldats au service de la Troisième Internationale. Il avait tout misé sur le Parti communiste allemand. Il s'est trompé, Hitler a triomphé. Alors il a décidé de changer de tactique. Fini les soviets partout. Égard à ceux qui ne sont pas d'accord. La larme à l'œil, il assiste à l'enterrement de tous ses vieux camarades de la Révolution d'octobre. Kirov, Orjonikidze. L'hypocrite, c'est lui qui les a fait assassiner. Premier indice du changement, la visite à Moscou de Pierre Laval, ministre des Affaires étrangères et à l'époque socialiste indépendant. L'URSS signe un pacte d'amitié avec la France, république bourgeoise, et à l'issue de la visite, le Kremlin publie un communiqué qui stupéfie les chancelleries.
Monsieur Staline approuve pleinement la politique de défense nationale de la France. Le virage est pris, mais il y en a encore et toujours qui ne sont pas d'accord. Alors Staline réveille le peuple de Moscou au milieu de la nuit et l'appelle dans la rue. Alerte, un immense complot a été découvert. Et les procès commencent, qui ne cesseront jamais, devant le procureur général Vyshynski, dont le nom devient sinistrement célèbre. Tous les vieux compagnons de Lénine vont défiler. Radek, Kamenev, Boukharine, Zinoviev, Tomsky, gauchistes, déviationnistes, révisionnistes, réformistes, ils sont tous liquidés. Maintenant c'est officiel, le Comintern est dissous, fini la lutte des classes. Vive le Front populaire. Le PC français a reçu la consigne. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'Internationale a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise. La Marseillaise a jailli des entrailles de la France révolutionnaire de 1792. Elle est l'expression ardente et passionnée de la volonté révolutionnaire du peuple de France. Et le Parti communiste est fier d'avoir pris l'initiative de célébrer la mémoire de Rouget de Lille, immortel auteur du chant immortel des soldats de l'an 2. La France découvre alors un Thorez nouvelle manière, déguisé en bourgeois, avec son gilet, sa chaîne de montre en or et son chapeau mou. Le Thorez de la main tendue. Aux socialistes d'abord hérétiques qu'il faut ramener au bercail, au parti radical, le plus grand des partis, dit-il, au croix-de-feu même, autorisé à se repentir. Tous les matins, l'humanité entonne le même refrain. Nous te tendons la main, catholique, parce que tu es notre frère. Et en avant pour le Front populaire. Première étape, les deux centrales syndicales, la CGT de Jouhaud et la CGTU communiste de Benoît Frachon, fusionnent au congrès de Toulouse. Thorez applaudit Jouhaud, qu'il traitait la veille de traître à la classe ouvrière. Emportés par le mouvement, Daladier et le parti radical adhèrent au Rassemblement populaire, comme on souscrit une police d'assurance. Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs, radicaux socialistes, et c'est assez. 14 juillet 1935, ils sont tous là pour la journée du serment. Socialistes, communistes, radicaux, intellectuels de gauche. Et ils jurent de rester unis pour défendre la démocratie. La droite commence à avoir peur, et la peur nourrit la haine. On accuse l'étranger, mais cela ne suffit plus. Il faut des boucs émissaires, sur place. Les juifs, pardi. Au quartier latin, tenu par les groupuscules d'extrême droite, on commence à lyncher des étudiants juifs. Dans l'Action française, Charles Maurras s'acharne sur Léon Blum. Haine hideuse, hystérique. Ce juif allemand, naturalisé ou fils de naturalisé, est un monstre de la République démocratique, un détritus humain à traiter comme tel. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Boulevard Saint-Germain, les camelots du roi attaquent la voiture de Léon Blum et le rouent de coups. Si vous n'avez pas la guillotine, leur avait dit Maurras, vous avez bien un vieux couteau de cuisine. Autre bouc émissaire, le professeur Gèze,
Il est forcé de quitter la Sorbonne sous les huées. Pourquoi? Parce qu'il est le conseiller juridique à la Société des Nations du Négus, à Haïlé-Sélassié. L'Abyssinie a été envahie par les troupes de Mussolini. Aucune grande puissance n'a levé le petit doigt. Dans son beau palais à Genève, la Société des Nations sacrifie au culte de la paix. La paix à n'importe quel prix, comme disait ici Briand après la guerre de 14-18. Les dictateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ici, on fait de beaux discours et on ferme pudiquement les yeux. Le Négus, qui vient chercher de l'aide, est accueilli par les sifflets des journalistes italiens. Monsieur le Président, Monsieur le... Nous sommes tous d'accord pour servir la cause de la paix. We are all at one in trying to serve the cause of peace. As regards peace, not only in Europe, in the whole world. Nous sommes tous d'accord pour servir la paix. Annuncio al popolo italiano e al mondo l'Etiopia è italiana. Au fond, il suffisait d'avoir de l'audace. Ni la France ni l'Angleterre n'ont bronché. Elles ne bronchent pas non plus quand Hitler réoccupe la Sarre et la Rhénanie. Monsieur Sarraut, le président du Conseil, a bien dit, avec un joli mouvement de menton, « Nous ne tolérerons pas que Strasbourg soit à portée des canons allemands. » Eh bien, elle l'est. Et il ne s'est rien passé. Le Canard enchaîné a simplement titré « L'Allemagne envahit l'Allemagne ». Parc des Princes, 1936. La France est battue 3-1. Mauvais présage. Front populaire contre Front national. Gauche contre droite. Le choix est simple pour l'électeur de 1936. Votez Front populaire contre le fascisme, contre la guerre, contre la misère. Pour la révolution et pour la paix, faites bloc. Le Front populaire, c'est Moscou, l'anarchie, la guerre civile. Français, ouvrez les yeux. Il faut choisir entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Attention, la France va se casser en deux, se lamente le chanoine des Granges, candidat à Vannes. Monsieur Flandin informe ses électeurs qu'il fera une conférence électorale ce soir à 4 heures à la mairie. Alors, vous avez beaucoup de monde? Rien, encore pas mal. Encore Puis, pas mal. vous savez, il y en a fait mauvais temps, vous avez eu davantage de monde, peut-être. Ben, il m'est très difficile de vous présenter des amis parce que je n'ai ici que des amis. Et si je devais choisir, il me serait extrêmement difficile, évidemment, de dire pourquoi celui-ci ou celui-là allait davantage ou moins celui-là. Mes amis, vous savez, nous allons avoir des élections et que M. Mandel est une fois de plus candidat. Vous savez que je l'ai défendu tant que j'ai pu et que j'ai, avec votre appui, êtes-vous disposé à me le donner toujours? Toujours prêt, monsieur le maire. Nous sommes contents de lire, pourquoi pas changer? Je n'ai pas raison. Il apparaît que le public est très circonspect. Je comprends d'ailleurs cette réserve, car le suffrage universel a en face de lui des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution et des conservateurs qui ne conservent rien. Vous voulez voter? Depuis 10 ans, elles veulent voter. Pourquoi voulez-vous voter? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Elles devront attendre encore 10 ans. Nous travaillons parfaitement. Vous faites du travail double même. Oui, parce que moi j'ai élevé mes deux enfants. Oui, Nous jurons de défendre les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons, socialistes et communistes, de travailler sans faiblir et sans nous laisser rebuter par aucun obstacle pour la cause de l'unité prolétarienne que Jaurès a voulu. C'est la victoire, éclatante. Front populaire, 370 sièges. Droite, 220. La France a voté à gauche.
Pourtant, le déplacement de voix est infime, 1,3%. Mais les désistements au second tour ont fait gagner 40 sièges de plus au Front populaire. L'unité a payé. Le peuple de gauche fête joyeusement sa victoire. Que chante Jacques Prévert? Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil et personne ne sera humilié. Bientôt, le peuple aura son gouvernement. Bientôt, non. Léon Blum, toujours respectueux des règles, ne veut pas former son ministère avant la rentrée du Parlement. Il faut attendre 1 mois. Citoyens, camarades et amis, nous étions tous ici il y a 1 an. Tous ensemble, nous avons prêté le même serment. Le serment a été tenu. 1 mois à attendre, c'est trop long. Les ouvriers n'ont pas confiance, ils veulent des gages. Renault, Citroën, Fiat, Nieuport, Gnomérode, Caudron sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un raz-de-marée. 2 millions de grévistes. 9000 entreprises occupées dans toute la France. Les partis et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes accusent les trotskistes. Pendant ce temps, les ouvriers, eux, s'organisent. L'action française affole les beaux quartiers. Les soviets sont là, le pavillon rouge flotte à Marseille. C'est la révolution. La preuve, les 24 heures du Mans sont annulées. Ah oui, vraiment du beau travail à l'actif du Front populaire. Le grand soir est pour demain ou qui sait, pour ce soir. À la rentrée, Léon Blum forme enfin son gouvernement. Moitié socialiste, moitié radicaux. Le Parti communiste et la CGT ont refusé de participer, pour ne pas effrayer les bourgeois, a dit Maurice Thorez. Léon Blum aurait pu constituer un gouvernement socialiste homogène, il n'a pas voulu, ou pas osé. Les radicaux contrôlent la guerre et les affaires étrangères. Il va bientôt le regretter. Première innovation qui fait scandale, 3 femmes ministres, dont Irène Joliot-Curie. Seconde innovation prophétique, mais qui fait ricaner, un ministre des Loisirs, Léo Lagrange. Le gouvernement de Front populaire agira dans le cadre de la société actuelle, mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre, de sécurité, de bien-être et de justice. Dès le départ, Léon Blum annonce la couleur. Il sera le gérant loyal de la société capitaliste, au nom d'une subtile distinction entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, explique-t-il, nous exerçons le pouvoir. Nous ne l'avons pas conquis. Ce serait malhonnête d'en profiter. Révolution, oui. Coup d'État, non. Le premier geste du gouvernement est de demander aux travailleurs d'évacuer les usines et de s'en remettre à la loi. Enfin, les difficultés commencent, note le socialiste Braque. À Paris, les cafés et les restaurants sont fermés. On fait la queue devant les rares magasins d'alimentation ouverts, vieux réflexe de ceux qui en ont les moyens,
On stocke l'huile et le beurre, on envoie les femmes et les enfants à la campagne et les capitaux en Suisse. Demain, les boulangeries n'auront plus de pain. Les grands magasins, eux aussi, sont occupés. Un vieux compte à régler pour le sous-prolétariat des vendeurs et des vendeuses. 3 fois 1 minute de retard et c'était le renvoi. Défense de bavarder, défense de s'asseoir. Pour les femmes, robe noire obligatoire, pour les hommes, pantalon à rayures. On affirmait que 2 employés avaient été renvoyés pour avoir apporté leur sandwich enrobé dans un numéro du Populaire. Aujourd'hui, on se venge, on chante et on danse. Le patronat désemparé accepte de négocier. Le 7 juin, les discussions s'engagent entre patrons et ouvriers sous la présidence de Léon Blum. À 1 heure du matin, les accords Matignon sont signés. Les patrons déclarent la discussion a été courtoise, difficile et douloureuse. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, titre le Populaire. 12% d'augmentation de salaire. La semaine de 40 heures, 15 jours de congés payés, le droit syndical reconnu. Des cortèges partent à travers la ville annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. Pourquoi pas la révolution, tout de suite? Depuis le mois de mai, une minorité de socialistes et de communistes ne cesse de proclamer « Tout est possible, maintenant et à toute vitesse. Nous sommes à une heure qui ne repassera pas de sitôt au cadran de notre histoire. Alors droit devant nous, en avant camarades. » Mais non, messieurs, tout n'est pas possible. Il n'est pas question de chambardement ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir de petits paysans qui ne sont pas contents de la grève des camionneurs. Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Vous voyez, conclut Thorez, nous n'avons pas derrière nous la population des campagnes, ni les classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. Les dirigeants syndicaux, qui souvent se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne « Discipline, camarades, discipline ». L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce sous les applaudissements que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement, et comme à regret, le travail reprend. Pourtant, fin juillet, 300 usines sont encore occupées. Chez Peugeot à Montbéliard, les ouvriers dressent des barricades et la grande flambée de juin mettra des mois à mourir sous la cendre. Sont-ils déçus? Ils n'ont pas le temps de l'être. Après la fête des grèves, c'est la fête des congés payés. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances.
Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum « Merci, grâce à vous j'ai vu la mer avant de mourir ». Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne « Merci, grâce à vous je connais mes grands-parents ». À Matignon, le communiste Racamon avait dit au patron « Vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et maintenant ils voient la lumière. » Des familles qui habitaient Saint-Denis rêvaient depuis des années d'aller voir la Marne à Joinville. Pour elles, c'était l'autre bout du monde. En Espagne aussi, le Front populaire a triomphé cette année-là. En Espagne aussi, les ouvriers ont défilé dans les rues pour fêter leur victoire. Pas pour longtemps. Une rébellion militaire partie du Maroc espagnol et dirigée par un certain général Franco décide d'étouffer cette république trop à gauche. Et c'est la guerre civile, une guerre atroce. J'aurai la victoire, dû la moitié de l'Espagne y périr, général Mola. Viva la muerte, vive la mort, général Milan Astray. Compañeros, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. La guerre d'Espagne casse la France en deux. Herriot dit à Blum, mon grand, ne te mêle pas de cette affaire, c'est trop dangereux. La droite agite l'épouvantail de la guerre. Les catholiques sont déchirés. L'humanité écrit, Français, ceux qui meurent là-bas meurent pour vous. Quelques dizaines de volontaires partent à travers les cols des Pyrénées au secours de la République espagnole et fondent les brigades internationales. André Malraux, aidé en secret par le ministre de l'Air, le socialiste Pierre Cotte, rassemble 50 vieux coucous et fonde l'escadrille Espagne. Pour Staline, cette révolution espagnole fait désordre avec ses partis et ses syndicats anarchistes. Il lui envoie des tanks, des canons et quelques spécialistes de l'armée rouge, c'est tout. Il la soutient, mais du bout des doigts. Que va faire le gouvernement du Front populaire? L'écho de Paris révèle qu'il s'apprête à livrer en secret des armes aux Espagnols. C'est un tollé général. M. Baldwin, le Premier ministre anglais, téléphone directement au président de la République, M. Lebrun. Si Hitler saisit ce prétexte pour déclencher la guerre, l'Angleterre restera neutre. Les ministres radicaux menacent de quitter le gouvernement. La livraison d'armes est annulée. Le martyre de Léon Blum commence. Je n'en vis plus, dit-il à Pietro Nenni. Il court à Londres, à Genève, propose un pacte de non-intervention en Espagne. Les Russes disent d'accord, Hitler et Mussolini signent tous les chiffons de papier qu'on voudra et se frottent les mains. Cela ne les empêche pas d'aider ouvertement et massivement Franco. Mussolini envoie 120 000 Italiens se battre en Espagne. Salazar 20 000 Portugais. Quant à Hitler, il offre l'arme qui donnera la victoire aux franquistes, l'aviation. Les pilotes allemands de la Légion Condor, qui bombarderont un jour Varsovie, Londres et Amsterdam, se font la main sur Madrid. Le 26 avril, sur la petite ville de Guernica, ils inaugurent la tactique du tapis de bombes. Ce jour-là, la Deuxième Guerre mondiale a commencé.
ici, en Espagne. À Paris, le peuple ne comprend pas pourquoi le Front populaire abandonne le Frente Popular. Dans Irún encerclé, les miliciens républicains ont tiré à blanc toute la journée et toute la nuit, attendant 20 wagons de munitions arrêtés à la frontière par les douaniers français. Au matin, Irún est tombé. À Luna Park, devant 40 000 militants socialistes, Léon Blum vient se justifier, des sanglots dans la voix. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui puisse croire de moi que 3 mois d'exercice du pouvoir ait fait de moi un homme autre que celui que vous connaissez depuis tant d'années? Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irún et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Si on me demande de revenir sur la position du gouvernement et de déchirer le papier que nous avons signé, aujourd'hui comme hier, je réponds non. Impossible à mes yeux, dans leur présence, d'agir autrement. Je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale, jusqu'à la dernière limite de mon pouvoir et jusqu'au dernier souffle de ma vie, s'il le faut. La rentrée d'automne est mélancolique. Le franc est dévalué de 25%. Les ouvriers perdent en septembre ce qu'ils avaient gagné en juin. De toute façon, c'était trop tard. La semaine de 40 heures appliquée trop brutalement casse la reprise. Pour le Front populaire, c'est le coup de grâce, la défaite économique. L'Espagne abandonnée, le franc dévalué, que d'illusions perdues en 3 mois. Ils vont tous se retrouver une dernière fois pour l'enterrement de Roger Salengro, le ministre socialiste de l'Intérieur. Une campagne de presse l'a accusé d'avoir déserté son poste pendant la guerre de 14-18. Ses nerfs ont lâché, il s'est suicidé. Ce sont leurs illusions qu'ils enterrent ce jour-là. Avant 1 an, Torres traitera Léon Blum d'assassin de la classe ouvrière. Avant 2 ans, Daladier jettera les communistes en prison. Avant 4 ans, la Chambre du Front populaire votera à Vichy les pleins pouvoirs à Pétain. Et pourtant, quelque chose a changé pour toujours au cours de ces chaudes journées de l'été 1936. En 73 jours, 135 lois ont été votées. Elles n'ont pas changé la société, les patrons sont toujours les patrons, les ouvriers sont toujours les ouvriers, mais elles ont transformé la condition des travailleurs. Jadis, ils n'avaient que des devoirs. Depuis juin 36, ils ont aussi des droits.